Alors, je vais commencer par me présenter très rapidement pour que vous compreniez donc ce qui m'amène à vous parler de ce thème aujourd'hui. Alors, sans rentrer évidemment dans le détail sur mon parcours personnel, je ne suis pas linguiste, hein, je ne suis pas informaticienne de formation initiale, et je suis venue à la linguistique informatique et au TAL assez tardivement, disons. Et simplement, je mets l'accent sur le fait que mon affiliation au laboratoire Modico date de 2013. Modico étant un laboratoire de linguistique situé à Nanterre, c'est une UMR, et il comprend ce laboratoire trois pôles. Dont le pôle 1 qui est le modélisation linguistique auquel j'appartiens et qui se préoccupe de linguistique de corpus et de TAL. Il y a des points d'articulation entre les trois pôles que moi-même je suis amenée à explorer ces points d'articulation, mais c'est pas ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est pas étanche ces trois pôles. Donc c'est un laboratoire qui regroupe une soixantaine de chercheurs permanents. Et donc on a comme type de corpus des corpus oraux, écrits et gestuels. Et on travaille entre autres sur la LSF. C'est une des langues qui est explorée, sachant que c'est surtout le français en fait, qui fait l'objet des travaux. Alors, mon plan de présentation pour ce jour, ce sera donc consacré à des questions de sémantique linguistique en articulation avec des exemples d'applications en TAL, puisque ma visée consiste à tenter de mieux articuler, on va dire, des problématisations d'ordre linguistique ou telles qu'elles sont posées en linguistique vis-à-vis d'applications et donc de contexte très applicatif du TAL. Et voir comment s'articulent ces deux domaines qui se rencontrent mais ne se comprennent pas toujours complètement. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments à faire interagir et qu'il s'agit, selon moi, de tenter de clarifier. Donc un constat, disons, que je ferai en TAL, c'est que dans le domaine de la sémantique, puisque c'est l'objet de mes travaux, l'objet principal de mes travaux, je m'intéresse en particulier à la sémantique, on constate qu'on est amené à annoter de mêmes phénomènes linguistiques dans des champs sémantiques pourtant réputés très différents. Donc je vais préciser un petit peu ce que j'entends par là. Ce qui pose évidemment des problèmes, donc qu'on peut être amené en tout cas, à chercher à explorer ces problèmes, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue plus pragmatique, puisque si ce sont de mêmes ressources qui sont mobilisées dans des champs sémantiques différents, peut-être pourrait-on construire des ressources explicitement qui se partageraient entre plusieurs domaines, plutôt que de reconstruire à chaque fois différentes ressources. Alors, je donne un exemple qui est celui-ci, donc avec, alors, d'un côté des travaux sur l'annotation des informations temporelles dans les textes, d'un autre, donc trois types de travaux d'annotation, hein. Information temporelle, opinion et information certaine versus incertaine dans les textes. Et vous voyez que j'ai montré en haut qu'on mobilise pour ces trois champs qui vont vers des applications, puisqu'on fait de la notation pour des applications, on ne fait pas de la notation pour faire de la notation. Et on fait de la notation en réponse à des besoins applicatifs, parce que l'on cherche des informations certaines ou incertaines, parce que on veut dater ou ordonnancer temporellement des événements dans les textes, parce qu'on veut repérer des opinions. On annote, et ce faisant, on mobilise en linguistique des dimensions sémantiques qui sont appelées celles de la modalité et de l'énonciation. Alors ces dimensions sémantiques, je vais un tout petit peu les explorer après justement, elles renvoient
globalement à ce que j'ai inscrit en termes d'intersection entre les 3 types de travaux d'annotation. Donc des marqueurs de ce que l'on appelle le degré de factualité des événements, c'est-à-dire dans quelle mesure un événement est avéré, et factuel ou ne l'est pas. Les discours rapportés, qui renvoient globalement à la prise en compte ou l'intégration d'un discours autre ou de connaissances autres dans les textes mêmes. Ça renvoie à des problèmes de structuration syntaxique qui sont celles liées au fait que l'on s'intéresse à la portée d'un marqueur. Par exemple, si je dis X a dit qu'il allait pleuvoir demain, il faut que je puisse reconnaître la proposition subordonnée pour pouvoir qualifier tel propos comme étant associé à une source énonciative qui serait X. Et encore plus largement, ça pose la question de la mise en perspective de contenu informationnel. Donc c'est toutes les manières dont dans les textes, en réalité, on passe notre temps à donc, poser des contenus informationnels, de l'information, on va dire, brute, et à articuler dans un texte, au sens où on imagine une séquence de phrases, à mettre en relation ces contenus informationnels, soit d'un point de vue temporel, soit du point de vue des opinions, On a toute cette manière de structurer en fait les contenus informationnels entre eux. Et tout ça, ça relève en très majeure partie de dimensions sémantiques, donc on appelle la modalité et l'énonciation. Alors évidemment, je ne vais pas faire tout je vous livre comme ça, mais je ne vais pas donner énormément d'exemples pour argumenter là-dessus, mais voilà, il faut le prendre un petit peu comme un résultat linguistique. Donc je rappelle les définitions qu'on peut associer à la modalité. Donc de manière très générale, ce qu'on appelle la modalité, c'est quelque chose qui renvoie à l'attitude du locuteur vis-à-vis du contenu de son énoncé. Donc c'est la manière dont il va présenter un contenu informationnel, justement. Il en est sûr ou il n'en est pas sûr, il aime ou il n'aime pas. C'est j'aime les voitures rouges, la voiture est rouge, à distinguer donc de ceci. Et le contenu, ce serait que la voiture est rouge. Bref, toutes les variations qu'on peut faire autour de ça, très liées à la dimension sémantique qui est celle de l'énonciation, qui est donc la présence plus ou moins évidente de l'énonciateur dans son énoncé. C'est-à-dire que je vais dire « je dis que la voiture est rouge »,« j'affirme que la voiture est rouge », ou je dis simplement « la voiture est rouge ». Donc je signifie ma présence ou la présence d'un co-énonciateur, etc. C'est toutes les manières donc de mettre en perspective un certain contenu informationnel en ajoutant donc des coordonnées à la fois modales et énonciatives. Donc on parle aussi parfois de prise en charge énonciative et modale en linguistique. Ça renvoie un petit peu, parce que ça m'y a fait beaucoup penser là quand donc Gwenolé est venue faire un exposé donc avant-hier à Modico. Ça m'a, je ne sais pas si ça sera un pur hasard, mais tu as à un moment, même dans un de tes premiers slides, j'ai retenu, d'ailleurs je l'ai noté, tu as indiqué contenu propositionnel plus expressivité. Donc ça relèverait un peu de ceci. Donc c'était assez, c'était troublant. Voilà, donc c'est de fait la manière dont, effectivement, aussi en linguistique, on envisage les choses quand on cherche à modéliser en fait la sémantique d'un énoncé. On distingue le contenu propositionnel, qu'on appellera aussi la relation prédicative, et ce qui porte sur ce contenu propositionnel et qui permet de l'insérer en fait dans un énoncé et en faire un énoncé. En fait. Donc c'est la présence de l'énonciateur finalement qui se signale et qui est une forme d'expressivité. Voilà. Donc, peut être qui signale à l'écrit, qui signale à l'oral, qui signale dans les gestes aussi, voilà. Et dont l'émotion, par exemple, peut être aussi un dérivé. Alors, plus précisément, donc dans le champ de la linguistique, ces intersections relèvent d'une étroite interaction donc, qui a été soulignée entre 4 catégories sémantiques, et pas seulement 2, qui sont celles du temps, de l'aspect, de la modalité et de l'énonciation. Donc je rappelle ce à quoi renvoie la notion de temps globalement, celle d'aspect.
Voilà, c'est des notions très linguistiques, des notions aspectuelles, hein. C'est le fait qu'on distingue la voiture est arrivée dans le virage ou la voiture arrivait dans le virage. Donc c'est le fait d'envisager qu'une situation se déroule de manière processuelle. Ça, on parle d'une visée aspectuelle inaccomplie versus une vision accomplie d'une situation. Si on conjugue au passé composé, par exemple, on a une version accomplie d'une même situation. Et on peut montrer en linguistique, on le démontre, il y a énormément de travaux là-dessus et sur toutes les langues. En fait, on peut démontrer qu'il y a une articulation très très étroite entre ces 4 catégories. En réalité, on ne peut pas travailler sur le temps sans travailler sur l'aspect, sans travailler sur la modalité, sans travailler sur l'énonciation. Que tout ceci est extrêmement lié, c'est marqué morphologiquement. Et ça se retrouve après quand on cherche à modéliser la sémantique de ces catégories. Une manière de représenter justement ces relations très fortes entre ces catégories, c'est notamment, mais ce n'est pas le seul, donc là un schéma qui est repris de Nuits, qui souligne, qui va même donc jusqu'à souligner l'aspect hiérarchique des opérations associées à ces 4 catégories. C'est-à-dire que ce n'est pas ces quatre catégories d'un point de vue linéaire, il y a l'idée qu'il y a une catégorie qui opère sur une autre, etc. Et donc vous voyez dans ce schéma, je n'entre pas non plus dans les détails, la notion d'évidentiality renvoie à ce que j'ai appelé l'énonciation précédemment. Vous avez evidentiality qui est en haut, énonciation, et l'opérande final, donc state of affair, reviendrait à la notion de contenu propositionnel. Donc c'est l'opérande donc le plus interne qui correspond au contenu propositionnel. Donc sur ce contenu propositionnel s'applique un certain nombre d'opérations qui permettent d'insérer ce contenu propositionnel dans une situation de communication, on va dire globalement, et faire que l'on a un énoncé. Donc en gros, le state of affairs, ce serait quelque chose qui serait une relation prédicative, donc si je prends l'exemple d'un verbe en tout cas, qui serait à l'infinitif. Donc la voiture, rouge, être. Et ensuite, un certain nombre d'opérateurs sémantiques réalisent, on va dire, cette relation prédicative et là, en font un énoncé qui a des coordonnées, donc énonciatives, temporelles, modales et aspectuelles. Alors ça, donc, ce n'est pas... C'est donc on va dire une valeur sûre en linguistique, cette question de l'articulation entre les catégories TAME. Et on parle d'ailleurs souvent de travaux qui explorent cette dimension TAM. Alors, pour autant, c'est pas si simple aussi en linguistique, c'est-à-dire que y a des discussions sur les manières d'articuler ces catégories, sur le fait de prendre en compte cette articulation d'emblée ou d'une autre manière. Et un petit rappel au passage, c'est le fait que de fait, la sémantique linguistique et le champ de la sémantique linguistique est assez récent. Donc en réalité, en général, on l'attribue à Bréal, et ça daterait de 1897 avec son ouvrage qui s'intitulait Essai de sémantique. Et dans l'encyclopédie, donc Universalis à l'onglet sémantique, une linguiste rappelle que énonce le fait que le sens existe donc à partir de cet ouvrage, fondateur de la sémantique en linguistique, mais il y a loin de l'évidence intuitive à la reconnaissance théorique. Donc elle souligne que avec cet ouvrage, la signification devient une composante linguistique au même titre que les formes sonores et syntaxiques. Et comme cette étude, aussi bien que la phonétique et la morphologie, mérite d'avoir son nom, donc nous l'appellerons la sémantique, c'est-à-dire la science des significations. Donc la sémantique est définie par Michel Bréal comme la science des significations. Alors quand on explore un peu ce champ de la sémantique linguistique, on va distinguer ce qu'on appelle la sémantique lexicale et grammaticale, avec en général le fait de mettre d'un côté ce qu'on va appeler les unités grammaticales et de l'autre côté les unités lexicales. Donc dans le lexical, on va mettre les noms, les verbes, les adjectifs classiquement.
Et dans le grammatical, notamment les flexions, donc les temps verbaux par exemple, des déterminants, les pronoms, bref, tout un tas d'éléments de la langue qui fonctionnent, alors on dit parfois en classe fermée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer des mots grammaticaux dans une langue donnée. On peut inventer du lexique, mais on ne peut pas créer de nouveaux éléments grammaticaux. Alors évidemment, ce n'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'unités sur lesquelles on hésite en termes de statut, savoir si elles sont lexicales ou grammaticales, et on parle plutôt de continuum. Bon, et après, on va chercher à explorer le fait qu'une même unité peut parfois être plutôt grammaticale, plutôt lexicale, etc. Donc ça, c'est une première façon de voir la sémantique lexicale et grammaticale. Quand on s'intéresse à la signification des unités lexicales, on va avoir plusieurs optiques. Une, ça peut être de chercher à rendre compte de ce que l'on appelle la polysémie, c'est-à-dire qu'une même unité lexicale peut rendre compte de significations très différentes, et on cherche à comprendre comment la polysémie est possible. Donc ça, d'ailleurs, ça a donné lieu à pas mal de travaux en TAL. On s'intéresse aussi à ce qu'on appellera des champs lexicaux, donc le champ lexical de l'expression des opinions, le champ lexical de l'expression des émotions, l'expression du mouvement, l'expression de l'espace, etc. Donc ça, c'est des grandes catégories sémantiques. Donc on essaye de comprendre comment se construit ce champ lexical, utilisant des mots du lexique. Quand on va du côté de la sémantique grammaticale, donc là c'est un peu plus complexe, c'est même très complexe en réalité. Et donc qu'est-ce que ça veut dire aussi quand on veut faire de la sémantique grammaticale? Donc là tout à l'heure j'ai parlé des unités grammaticales qui sont en classe fermée, donc les prépositions, les marques de temps verbaux par exemple. Alors, une fois qu'on a parlé de ces unités grammaticales, on peut parler de sémantique grammaticale, mais on peut passer même à un niveau au-dessus, qui est plus abstrait, qui consiste à parler de catégories grammaticales, et non pas seulement d'unités grammaticales. Donc ne pas rester au niveau de la morphosyntaxe, mais d'essayer d'aller un peu au-dessus, et de construire ce qui va rendre compte d'une catégorie beaucoup plus abstraite, qui se signale en fait en particulier dans un courant linguistique et celui des grammaires cognitives, qui notamment mettent en avant le fait que ces catégories grammaticales, seraient révélatrices de modes de structuration cognitifs fondamentaux plus profonds que les structurations émanant du lexique, donc les champs lexicaux dont on a parlé tout à l'heure notamment. Et ces catégories grammaticales, alors, c'est assez complexe à présenter, mais l'idée c'est que, alors notamment une catégorie grammaticale, ce serait celle de temps, celle d'aspect, celle de modalité et celle d'énonciation, dont on a parlé tout à l'heure, T-A-M-E. Ce seraient des catégories en fait qui mobiliseraient de la grammaire, mais pas seulement, des unités grammaticales, mais pas seulement. Et en fait, ce serait un agencement complexe de différentes unités qui ne sont pas donc seulement grammaticales. Et donc, parmi ces catégories, il y a celle de temps, aspect, modalité et énonciation, sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard, donc pour vous montrer comment, en TAL, on a exploré ces grandes catégories sémantiques. Enfin, comment, en tout cas, on peut les explorer. Pour terminer, juste en termes de questions de sémantique linguistique, qu'est-ce que c'est que la sémantique linguistique et comment elle rencontre le champ du TAL? Donc, j'ai parlé de sémantique lexicale, de sémantique grammaticale. On rencontre dans la littérature sur la sémantique en TAL, bien sûr, le terme de sémantique du discours aussi, et le terme de sémantique du texte, qui sont deux domaines disjoints en fait, hein, donc, même si bien sûr on peut établir des ponts. La sémantique du discours, c'est alors des choses qui renvoient à la notion de genre. Donc c'est qu'est-ce que c'est qu'un... Donc là, comment en fait on est capable d'identifier un genre de discours, à quoi ça renvoie cette notion de genre de discours. Donc c'est une notion extrêmement complexe à définir, à appréhender. Il y a beaucoup de travaux sur la question.
on va dire que si on se met dans un paradigme en particulier, qui est celui qu'on appelle l'analyse du discours, ce sera l'idée qu'on peut distinguer, par exemple, et opposer un discours journalistique à un discours scientifique. Alors, si on prend un article scientifique, on va l'opposer à un article journalistique et on va chercher les marques qui font que ceci sera identifié comme étant plutôt un article. Il y a des marques spécifiques du style ou du genre. Après, il y a plein de variantes hein, sur le plan terminologique, mais on identifie un style ou un genre typique, on va dire, de la manière de produire donc, un genre textuel qui serait le genre journalistique ou le genre scientifique. Puis après, il y a des sous-genres. Et puis on se rend compte que c'est pas si simple que ça, évidemment. Alors, on peut travailler très finement cette question du genre. La sémantique du discours, c'est aussi la question de prendre en compte la notion de relation de discours. En gros, et c'est ce qui a bien sûr toujours été souligné en linguistique, dès qu'on dépasse, si l'on veut dépasser le niveau de la phrase, qui est le niveau exploré et associé à l'analyse syntaxique, et qu'on passe à un niveau supérieur qui serait une analyse sémantique, on va s'intéresser à proposer des types de relations qui peuvent lier deux unités de discours, deux unités phrastiques. En général, on n'aime pas trop, en sémantique, parler de phrases. C'est toujours un point théorique et même concret en termes de description qui pose problème que d'utiliser ce terme de phrase. Quand on passe donc à la question de l'étude de ce qui fait que l'on perçoit une certaine cohérence textuelle, donc soit une certaine suite de phrases, disons, syntaxiquement correctes. Comment établit-on des relations entre ces phrases? Alors parfois on a parlé de la construction de grammaire de discours, par exemple, pour faire le pendant de la grammaire à laquelle on s'intéresse quand on est au niveau syntaxique. Donc ces relations de discours, il y a des modèles qui ont proposé des choses. Il y a le modèle de la RST, pour certains qui pourraient connaître, le modèle de la SDRT, qui a été plus exploré du côté de la Antal, d'ailleurs. Donc RST, ça veut dire Rhetorical Structure Theory. Et le S dans SDRT, c'est Segmented Discourse Representation Theory aussi. Et donc c'est l'idée, vous voyez qu'il y a le terme de discours qui apparaît et qui cherche à rendre compte de la sémantique de discours, d'accord, au sens d'une succession d'unités de discours qui peuvent être donc des phrases. La sémantique du texte, c'est encore autre chose. C'est plus précisément, il y a bien sûr des liens très forts entre les deux, mais c'est l'idée que très clairement, on va chercher à aller au-delà de la phrase et à s'intéresser à des marqueurs en particulier. Et là, c'est beaucoup plus axé sur l'analyse de la sémantique de certaines unités textuelles, notamment ce qu'on appelle les cadres discursifs, et qui peuvent être des cadres temporels, des cadres spatiaux, des cadres énonciatifs. Donc, pour certains, ça peut être en linguistique, par exemple, on utilise beaucoup, et du coup, en TAL, il y a eu des applications de ceci, les travaux de Charol ou de Adam, qui cherchent à montrer que on va, à l'aide de marques explicites, rendre cohérent un certain segment. On va identifier une certaine unité textuelle qui peut être du niveau de la phrase, mais qui peut être de l'unité d'un paragraphe, voire de plusieurs paragraphes, parce que, par exemple, il y a une cohérence en termes de temps verbaux, il y a des anaphores, il y a des reprises thématiques, etc. Il y a des adverbiaux qui sont, par exemple, en position initiale de phrases, voire même carrément de paragraphes, et qui donnent des espèces de conditions de vérité pour toutes les phrases qui sont ensuite sous la portée de ce quadratif. Par exemple, si je commence un paragraphe par « en Macronie » ou « en 2001 », et que j'énonce tout un tas de propositions, donc plusieurs phrases,
le quadratif temporel en 2001 va donner une condition de vérité temporelle qui sera valable pour toutes les phrases, et pas seulement pour la phrase dans laquelle se situe l'adverbial temporel. Donc il y a des travaux sur cette question de la portée, notamment donc, de certaines unités. Alors pour revenir aux catégories TAM, donc une fois qu'on a vu tous les éléments qui participent de ce que c'est que la sémantique linguistique, les catégories TAM, je vais en parler plus précisément, parce que d'abord j'ai beaucoup travaillé dessus, et qu'on voit par ailleurs beaucoup de travaux finalement s'y intéresser, alors pas forcément de manière très directe, et même de manière assez indirecte dans le champ du TAL, puisque les dimensions ne sont pas forcément nommées comme telles, mais soit à l'aide d'autres termes, soit de manière très indirecte. Donc je rappelle que ces catégories sont donc des catégories sémantiques grammaticales, qu'elles interviennent dans le sens, dans la construction du sens d'un énoncé, donc on l'a vu avec la hiérarchie des opérations constitutives tout à l'heure, comme dans la structuration d'un texte, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, je donne à chaque fois l'exemple de la cohérence des temps verbaux qui fait que ça permet d'aller au-delà de la simple phrase. Une certaine cohérence dans les temps verbaux rend possible l'identification claire de certains segments textuels, de taille plus ou moins importante. Et on va voir donc qu'en TAL, ces dimensions sont mobilisées donc, et dans des champs applicatifs, donc très concrets. Donc je ne parle pas, là, quand je parle de champ applicatif du TAL, vraiment je parle de champs applicatifs qui se situent dans le domaine de la recherche d'informations et de l'accès au contenu informationnel des textes, pas dans l'annotation pour l'annotation. D'accord ? Alors un phénomène qui est intéressant à remarquer, c'est que si on regarde les campagnes d'évaluation CMEVAL, je ne sais pas si vous les connaissez, donc qui ont commencé en 2007, donc là j'ai mis en bleu toutes les tâches qui relèvent du temps, toutes celles qui relèvent de opinions et sentiments qui pourraient se renvoyer à ce que j'ai appelé modalité et énonciation, et en jaune, certains versus incertains, donc là ce qui renvoie à la modalité, ce qu'on appelle aussi la modalité épistémique. On voit que ces tâches, on les retrouve en fait quasiment tous les ans, donc je crois qu'il y a une seule année où on ne les retrouve pas, donc les vertes c'est les autres, d'accord ? Mais toutes celles qui sont autres que vertes renvoient à ces catégories TAM en fait. Donc c'est récurrent, voilà. Et on voit que opinion et sentiments sont bien sûr des tâches qui sont explorées de plus en plus, alors sous des noms très très divers, donc j'aurais pu lister comment CMEVAL les désigne, mais c'est à l'aide de termes extrêmement différents en fait. C'est pas... Alors en TAL, une manière de montrer comment sont prises en compte ces catégories, c'est au travers là de ce que j'ai cherché un petit peu à distinguer en montrant que en fait on peut avoir donc vous retrouvez aspectual, temporal, modal et énonciatif, que je présente comme étant ici dans ce schéma une sorte de contexte de validation linguistique pour un certain contenu prédicatif ou un contenu propositionnel, donc l'expressivité dont tu parlais tout à l'heure, enfin dont tu as parlé un autre jour. Et donc les catégories linguistiques auxquelles donc, correspondent à chaque fois chacune de ces dimensions. Et on peut donc chercher en TAL à explorer ces différents contextes de validation. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on cherche, évidemment, et ça, c'est juste souligner ça au passage, on ne va pas s'amuser à chercher des relations temporelles entre des événements dans des textes, on va dire, scientifiques, même s'il y a certaines parties qui s'y prêtent. D'accord ? Mais dans un article scientifique qui expose, par exemple, je ne sais pas, une découverte dans le champ de la biologie et qu'on a découvert je ne sais quoi, il n'y a pas l'idée d'aller après de reconstruire temporellement, d'identifier tous les événements présents dans cet article scientifique et de relier temporellement, évidemment, c'est l'ensemble des événements qui sont présentés dans cet article scientifique. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines catégories linguistiques sont plus ou moins visées, même si elles sont liées entre elles à chaque fois,
plus ou moins visé selon le genre textuel que l'on explore. Donc, si on explore un texte de type biographie, on va avoir envie de creuser la dimension temporelle et aspectuelle. Si on est dans l'exploration de textes scientifiques qui présentent, par exemple, dans le domaine de la biologie, un certain nombre de connaissances acquises ou en cours d'acquisition, on s'intéresse à pouvoir dire si ces connaissances sont présentées comme certaines ou incertaines. Donc on va creuser le modal. Et ainsi de suite. Donc selon le genre textuel, on privilégie l'exploration de telle ou telle catégorie. Alors maintenant, je vais donner quelques exemples d'applications en TAL que j'ai moi-même explorées. Au travers de... Je vais donner trois types d'applications qui mobilisent donc à des degrés divers la question de ces catégories qui sont TAME. Et donc, juste sous la forme d'une petite question, c'est que si on regarde frontalement en TAL, on se pose la question de qu'est-ce que la sémantique et qu'est-ce qu'un critère sémantique en TAL. Le plus souvent, on s'aperçoit qu'il est rapporté très clairement à une recherche d'informations. C'est très évident dans tout ce qui est système de questions-réponses qui reviennent beaucoup au bout du jour, avec des questions du type qui, quand, quoi, où, pourquoi et avec quelle valence, notamment dans les systèmes d'opinion. Est-ce qu'on est plutôt dans le positif, neutre, etc. Et donc quand on fait de la sémantique en TAL, actuellement, c'est avec la visée de répondre à ce type de questions. Alors, une remarque en passant, c'est que, c'est juste une anecdote, c'est que on s'aperçoit que cette approche, elle est en fait très proche des modèles situationnels qui sont proposés en psycholinguistique. C'est-à-dire que le fait de chercher du qui, quand, quoi, où, etc., c'est des questions et c'est la manière dont les psycholinguistes, dans les premiers modèles de compréhension du langage qui ont été proposés dans les années 50-60, c'est la manière dont les psycholinguistes ont articulé en fait les différentes dimensions qu'ils appellent situationnelles présentes dans les textes. Pour eux, pour les psycholinguistes qui explorent cette question de la compréhension d'un texte, qu'est-ce que c'est que comprendre un texte, pour les psycholinguistes qui sont intéressés à cette question, c'est explorer les réponses à des questions de ce type. Et ils les posent en tant que dimension situationnelle. Alors, je vous donne un exemple là de type de projet d'application TAL auquel on peut s'intéresser. Alors, là, il s'agit d'un projet qui s'appelle Chronolines, dont le nom complet est Génération automatique de chronologie événementielle visuelle, qui, comme son nom l'indique, vise à produire des visualisations de texte. Donc soit un texte en entrée, comment produire une visualisation en sortie, rendant compte de la chronologie des événements dans ce texte. Alors, posé comme ça, très clairement, le projet vise des visualisations d'événements selon des critères temporels, puisqu'on s'intéresse à ordonner temporellement des événements, à les dater si possible, dans le calendrier. Et on s'aperçoit, on le savait évidemment, ça n'a pas été une découverte, on l'a dit tout à l'heure, les catégories TAME sont extrêmement liées, et on l'a vu très clairement dans ce projet, puisque quand on vise l'ordonnance de reconnaître l'ordonnancement temporel d'événements dans un texte, on est obligé d'aller vers l'exploration des 4 catégories ensemble, et notamment de distinguer les événements selon qu'ils sont certains ou incertains, selon qui ils sont présentés, ces événements, et se pose la question de représentation visuelle sur un seul axe ou, au contraire, à l'aide de plusieurs axes temporels. Donc un axe temporel qui correspondrait aux événements présentés par tel énonciateur comme étant certains, un axe qui correspondrait à des événements présentés toujours par le même énonciateur ou par tel groupe d'énonciateurs
comme incertain. Et vous comprenez à chaque fois, donc on crée autant d'axes qu'il y a de types d'énonciateurs et de types de situations possibles. Donc les situations qui sont considérées comme avérées, possibles. Et après on peut aller dans des choses un peu plus fines, en précisant de plus en plus ce que l'on entend par degré de certitude associé à la présentation d'un événement. On peut aussi s'intéresser au fait qu'une situation, toujours par un type d'utilisateur donné, va être présentée comme accomplie ou inaccomplie. Donc ça, c'est les notions d'aspect. Voilà, et donc ça amène à complexifier, du coup, la représentation visuelle qui n'est plus un axe unique. Et ça, c'est pas en allant chercher des textes compliqués et en faisant des choses très raffinées, c'est prendre, et là c'était l'objet, puisqu'on a un des partenaires, c'était donc l'AFP. L'AFP était, on va dire, le destinataire final des produits logiciels visés. Et l'AFP avait besoin et avait émis comme demande au départ d'avoir donc à disposition des outils permettant de visualiser rapidement des événements dits saillants dans des corpus de dépêches très volumineux. Donc on travaillait sur des dépêches AFP. Et donc avec une forme visuelle permettant d'appréhender ces événements. Alors, une petite digression très rapide, c'est que en fait, en TAL, le temps dans la langue, donc le temps linguistique, constitue encore un enjeu. On sait que sur le plan descriptif, c'est compliqué, sur le plan analytique, ça l'est aussi. Ça a toujours fait partie, l'analyse temporelle des textes, des enjeux, on va dire, initiaux de l'intelligence artificielle dans ses débuts, dans les années 70, où l'idée c'était de produire des systèmes de compréhension de texte en tenant compte notamment de la dimension temporelle et de rendre compte de l'ordre des situations dans un texte. On ne sait toujours pas bien faire. Il y a des langages d'annotation qui ont été proposés du type TimeML, mais qui ne font pas consensus. On a encore des difficultés, enfin deux très grandes difficultés à aborder cette tâche. Du coup, dans le cadre de Chronoline, on a cherché à aborder d'emblée l'ensemble des difficultés posées notamment par le fait que ce sont presque tous les marqueurs d'une phrase qui participent de l'information dite temporelle. Donc les verbes, les problèmes de temps, les syntagmes, les adverbes, les conjonctions de temps, etc. Donc un type de visualisation possible, c'est celui que je présente ici, on ne voit pas très bien, mais bon, on imagine les types de visualisation qu'on peut produire. En tout cas, ce qu'on a cherché dans Chronoline, c'est à distinguer donc, comme je l'ai dit, des axes temporels. Alors, pour comprendre comment on peut être amené à distinguer ces axes temporels, donc là, je présente juste un exemple de phrase, extrait du corpus dépêche AFP. Vous voyez que alors, il y a différents codes couleurs. Vous voyez qu'il y a certains éléments, donc tout ceci relève d'une analyse automatique. Donc, pour pouvoir produire cette annotation, il a fallu disposer de ressources qui repèrent les adverbiaux temporels du type vendredi soir, samedi après-midi. Donc, vous voyez qu'il y a certaines fautes d'ailleurs, enfin, erreurs du logiciel. 3 semaines, etc. Donc qui normalement devrait aller un peu plus loin, puisqu'on devrait avoir 3 semaines après une intervention parce que tout l'adverbial temporel, c'est en réalité tout ça. Donc déjà difficulté en termes de reconnaissance des types d'adverbiaux temporels. En tout cas, le système a reconnu ça dans cette phrase. Vous voyez qu'il faut aussi avoir reconnu ce qu'on appelle souvent en TAL les entités nommées, de type personne ou organisation. Donc ici, ce serait l'agence officielle MENA ou Hosni Moubarak. Donc ça correspond aussi à un certain surlignage en couleur. Et surtout, donc du point de vue de l'analyse et de la notation, on s'est intéressé à reconnaître la portée de certaines marques dans la phrase.
Et donc là, on a typiquement ce qu'on appellera un discours rapporté. Donc vous voyez que vous avez ce qu'on va appeler on peut appeler un contenu propositionnel, qui est donc le fait que, alors je ne sais pas si vous voyez là, mais donc c'est le président, je vous lis la phrase, le président égyptien Hosni Moubarak regagnera samedi après-midi l'Égypte 3 semaines après une intervention chirurgicale en Allemagne, a annoncé vendredi soir l'agence officielle MELA. Donc l'idée, c'est de reconnaître la source énonciative, qui est donc l'agence officielle MELA, qui a annoncé un certain contenu propositionnel. Donc on reconnaît cette source énonciative sous la portée du verbe à annoncer. Donc c'est une sorte de portée arrière. On prend l'ensemble de l'unité, on va dire, l'unité textuelle qui précède donc ce verbe de discours qui est le verbe à annoncer. Et il y a un deuxième type de portée qui est à repérer, qui est le fait que on a ici une source énonciative qui est l'agence officielle, qui prend en charge un certain contenu informationnel, qui est que le président égyptien Hosni Moubarak fera quelque chose. Mais donc ça veut dire que ce qui est en plus clair là, qui commence à partir de samedi après-midi, est lui-même sous la portée de regagner. Donc il y a une imbrication à l'intérieur de... voilà. Donc ça, c'est un calcul que l'on peut faire grâce à une analyse syntaxique. Donc on avait comme partenaire Xerox, qui a produit un analyseur syntaxique qui est assez connu, qui s'appelle Music, et qu'on a donc utilisé pour pouvoir faire cette reconnaissance. Alors, juste pour donner une idée après on a exploré différentes manières de visualiser en fait les contenus textuels, avec cette idée donc de différents axes temporels. Donc là ici, et avec l'idée de filtre aussi. Donc comment, face à un corpus, un nombre important de dépêches par exemple, comment filtrer par exemple avec des filtres dits modaux, toutes les dépêches ou toutes les phrases contenues dans certaines dépêches correspondant à quelque chose qui n'a pas été réalisé, quelque chose qui a été nié, etc. Donc après on cherche, voilà, donc ça c'est une première manière de montrer comment on peut utiliser des notions modales. Là, on peut s'intéresser à des notions énonciatives, puisqu'ici, on s'intéresse au choix des sources énonciatives, c'est-à-dire qui a parlé à propos de la Tunisie. Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est un membre politique qui présente une certaine information? Et donc, l'idée aussi, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle souvent aussi l'analyse des controverses, c'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose à propos de quelque chose, et quelqu'un d'autre va dire autre chose à propos de ce même quelque chose. Et donc c'est identifier le fait qu'il peut y avoir des controverses à propos d'un même sujet. Donc l'idée aussi c'est visuellement de montrer qu'il y a des sujets qui portent à la controverse et d'autres moins. On identifie qu'il y a beaucoup de sources énonciatives associées à tel ou tel sujet. On identifie le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes associées à telle ou telle thématique, etc. C'était l'idée de ce type de traitement. Donc là, ici, je donne juste un exemple, plusieurs exemples qui montrent la difficulté d'analyse de ce qu'on appelle souvent les marqueurs de prise en charge énonciative et modale, qui en réalité sont très très liés. Donc, exemple, si je prends un verbe comme estimer, estimer mêle à la fois de l'énonciatif et du modal. On a très rarement des marqueurs qui ne sont que E ou que M, ils sont très souvent E et M, à la fois énonciatif et modal. Donc, alors vous pouvez voir sur l'exemple 4 que là on va avoir d'abord une diversité en termes de marqueurs énonciatifs et modaux et des calculs en termes d'imbrication assez complexes pour rendre compte de la portée en fait sémantique de ces différents marqueurs. Ce qui oblige à prendre certaines décisions, parfois pas très heureuses, mais voilà, en tout cas on cherche à appréhender cette dimension-là. Bon, là, je donne quelques exemples de marqueurs E et EM. Bon.
étant évidemment assez intuitivement cette liste, on se rend compte qu'elle est assez infinie. On voit aussi là à quel point justement ça rejoint les questions de l'analyse de sentiments, d'opinion, l'analyse du langage évaluatif, les émotions aussi. Enfin bref, on retrouve dans ces catégories ici des éléments qui renvoient justement à des tâches sémantiques aujourd'hui très explorées. Alors, pour aussi présenter en fait la manière dont finalement cette prise en charge énonciative et modale se réalise dans un corpus en vrai, en fait, on s'aperçoit que la prise en charge énonciative, enfin, les marqueurs dits de prise en charge énonciative et modale, ils sont partout. C'est-à-dire que c'est un peu aussi toujours ta présentation finalement à laquelle je pense à nouveau, c'est le fait de présenter le fait qu'il y a un contenu propositionnel qui est associé à une certaine expressivité dans les textes. Les dimensions énonciatives et modales sont extrêmement présentes. On a très peu de contenus qui sont présentés de manière complètement factuelle, justement. C'est toujours quelqu'un qui parle et avec une certaine... même si elle est neutre, cette modalité, elle est présente, justement. Le fait d'être neutre, c'est aussi une prise de position, d'une certaine manière. Donc, si on regarde... alors, quand on parle justement d'un corpus comme les dépêches AFP, qui sont censés être assez factuels, en réalité, les dépêches AFP sont bourrées de discours rapportés, de pincettes, etc. C'est on aurait, il y a beaucoup de conditionnels, d'après, les sources, etc. On retrouve tout ceci. Et donc, de fait, dans ce corpus, on fait des petits calculs de ce type-là. Donc, par exemple, sur une analyse d'un sous-corpus là, qui portait uniquement sur la Tunisie, parce qu'on était dans un cadre qu'on s'était fixé à un moment donné d'étudier les dépêches produites au moment de appelé le printemps arabe. Donc, si on prend uniquement les dépêches qui concernent la Tunisie et qu'on regarde les premières phrases, 10-11% des phrases seulement ne contiennent aucun marqueur énonciatif ou modal. Et quand on dit aucun, ça veut dire que c'est la voiture est rouge, par exemple. Mais quand je dis la voiture est rouge, implicitement, il y a un énonciateur et il y a une certaine modalité. D'accord ? Donc quand on dit aucun marqueur, c'est aucun marqueur explicite. D'accord ? Mais il y a quand même une valeur sémantique par défaut qui est neutre et énonciateur qui est celui qui énonce, qui est associé à la production de l'énoncé. Voilà, donc très peu de phrases qui ne contiennent aucun marqueur explicite. Donc ce qui est quand même révélateur de la manière dont se produisent les énoncés dans les textes. Donc que ce soit, alors on peut en parler après à l'écrit, à l'oral, et même dans les gestes, en fait. Mais bon, je ne vais pas venir sur ce plan-là. Alors là, je montre comment, à l'aide d'un annotateur qui est là, pas Xerox, mais un autre annotateur, analyseur syntaxique qui est FRMG, qui est un analyseur qui est produit par i7. Donc c'est pour donner une idée de comment on construit et comment on combine à la fois reconnaissance de certains marqueurs explicites et analyse syntaxique de la phrase. Donc l'exemple ici, c'est donc dès avant la réunion, les États ont fait savoir un indice considéré comme un indice énonciatif qu'ils souhaitaient, indice à la fois énonciatif et modal, que la pression s'intensifie en Syrie. Et entre crochets sont indiqués les segments qui sont sous la portée de chacun de ces deux indices. Donc il faut calculer ces portées et rendre compte donc de portées qui peuvent être elles-mêmes imbriquées. Alors pour cela, on a construit des ressources qui s'intéressent à calculer ces portées et puis à reconnaître ce à quoi elles sont associées à chaque fois. Donc il y a un certain nombre de ressources à la fois donc, du côté des indices, des verbes, des noms, au niveau morphologique, au niveau syntaxique. Donc ici, il y a des exemples du type... Donc on voit que ça peut être assez fin sur le plan d'analyse linguistique, le type
d'analyse que l'on est amené à faire. Donc ici, vous voyez que dans les indices, vous avez par exemple les verbes, ici les verbes qu'on va appeler les verbes de parole ou introducteurs de discours ou les verbes d'attitude propositionnelle. Donc exemple, Paul promet qu'il viendra. Donc sous la portée de promet, il y a le il viendra. Paul veut venir et c'est venir qui est sous la portée de vouloir. Donc on voit qu'on a des verbes qui sont à la limite de l'énonciatif et du modal, puisqu'on est dans la notion de volonté au travers du verbe veut. Et ça veut dire que, encore une fois, là aussi c'est une caractéristique qui est modale, ça veut dire que le contenu propositionnel Paul venir n'est pas réalisé. D'accord ? Donc il faut pouvoir reconnaître cette construction. Donc après, des noms prédicatifs, c'est son souhait d'être impliqué. Des marques morphologiques du type John viendra, plus tard par exemple. Des subordonnés de conditions du type Marie refuse de donner son approbation à moins que Paul accepte. Donc il faut aussi pouvoir reconnaître ce type de construction assez longue et qui rende la portée... qui exprime là aussi une certaine distance par rapport au contenu propositionnel. Une construction prépositionnelle du type d'après Paul, Marie va venir, à première vue, Marie a raison. Voilà, donc c'est tout ce type de construction qui nécessite la construction, une analyse sémantique assez fine. Alors là, je montre l'évaluation du système qui a eu lieu à un moment donné et qui montre que les résultats ne sont pas extraordinairement bons. Donc vous voyez que vous avez un premier tableau qui donne l'évaluation des annotations de l'annotateur A1 au regard de celle de l'annotateur A2 et donc un accord inter-annotateur, quoi. Et un tableau 2 donc, qui donne l'évaluation des annotations produites par le système au regard des annotations du corpus de référence. Voilà, donc vous voyez que du côté des indices, ça va à peu près. La portée, c'est beaucoup moins bon. Et après, on a cherché à introduire donc, ce qu'on a appelé ensuite la portée pondérée, des moyens d'être un peu plus souple dans le calcul de la portée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de délimitation de segments textuels, dans le corpus de référence notamment, qui était pas si grave que ça. Ça pouvait tenir parfois pas grand-chose. Donc il fallait peut-être être un peu moins sévère pour le calcul ensuite. Voilà, donc ça c'est Chronoline qui a articulé, c'était Chronoline qui a articulé temporalité, aspect, modalité et énonciation. Là j'en viens à un deuxième type d'application mentale où, que je ne vais pas détailler plus que ça, mais c'est pour simplement montrer que on cherche à s'intéresser à la sémantique, toujours d'un côté, d'un point de vue plus résolument temporel, et en se concentrant sur un type d'unité en particulier qui sont les adverbiaux temporels uniquement. Et là, l'idée c'est de montrer... c'est assez opaque, montré comme ça, à moins de connaître un petit peu la langue des signes. L'idée, c'est dans ce projet de voir ce que l'on peut produire en termes d'outils d'aide pour des enfants qui seraient donc sourds et signeurs, un outil d'aide à l'acquisition de marqueurs temporels. C'est-à-dire qu'on sait que chez les enfants, l'acquisition des notions temporelles est une étape complexe et qui arrive, l'acquisition complexe vient assez tardivement. Donc ça, c'est les travaux en psycholinguistique qui le soulignent. Et on sait que c'est encore plus difficile pour les enfants sourds. Puisque, ça aussi, c'est les travaux en psycholinguistique qui soulignent la chose, c'est-à-dire que quand on a un enfant, un être humain n'a pas été soumis très tôt à la capacité à la possibilité de parler, que ce soit avec des signes, à l'aide d'une langue des signes ou à l'aide d'une langue orale autre.
il y a un certain déficit, on constate un certain déficit dans la capacité à exprimer ensuite en retour des notions temporelles. Donc le langage aiderait à structurer la pensée temporelle chez l'être humain. Et donc un enfant qui n'a pas été, à qui on n'a pas donné assez tôt la capacité de s'exprimer à l'aide d'une langue, la langue des signes par exemple, va être en déficit du point de vue de sa capacité ensuite à exprimer des notions temporelles. Donc on peut montrer qu'il y a du coup un certain retard identifiable chez ces enfants pour comprendre le temps dans les textes, même en langue des signes, et pour signifier le temps, même en langue des signes, quand ils la connaissent. Donc l'idée dans ce projet, c'est de construire un outil sous la forme d'un avatar en fait qui aiderait, qui se présenterait sous la forme de jeu en fait pour des enfants qui pourraient s'entraîner à produire des. Alors là on s'est concentré sur les adverbiaux temporels. Donc les adverbiaux temporels c'est en fait là aussi quelque chose qui paraît simple mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est-à-dire que les adverbiaux temporels, on pourrait en présenter tout un aspect qui concerne le fait que c'est pas seulement le fait de faire référence à l'axe calendaire, mais ça va aussi au-delà. Un adverbial calendaire temporel, c'est un exemple comme depuis la fin 2001, mais ça peut aller aussi jusqu'à depuis l'avènement du roi en Égypte. Etc. Donc on renvoie à un événement cette fois-ci et pas quelque chose qui est datable dans le calendrier. Donc il y a diverses formes d'évocation et de formulation de ce qui dans la langue après s'appellera un adverbial temporel. Donc dans ce projet, on a cherché à s'intéresser à différents types d'adverbiaux et à montrer qu'on pouvait passer d'une formalisation de la sémantique de ces adverbiaux en français pour aller vers une formalisation des adverbiaux en LSF. Et on essaye de montrer les types de passages qu'on peut envisager entre les deux types d'adverbiaux. Voilà, donc là, ici, ça souligne, entre autres choses, qu'au niveau sémantique, on a parlé des grandes opérations tout à l'heure constitutives de la sémantique d'un énoncé, là, évidentialité jusqu'à contenu propositionnel, le state of affairs. En réalité, si on prend un adverbial temporel, lui-même, on peut décomposer sa sémantique. Donc c'est l'idée qu'on va formaliser aussi la sémantique. Et que la formalisation de cette sémantique, c'est par exemple, pour un adverbial tel que depuis la fin 2001, ça correspond à certaines opérations sémantiques qui pourra être appelée l'opération de focalisation, qui correspond au fait de s'intéresser à la fin de 2001. Donc il y a des groupes de marqueurs qui correspondent à cette opération de focalisation. L'opération dite de régionalisation, ce serait plus associé à des marqueurs du type depuis jusqu'à en, etc., qui régionalise et qui montre que si j'ai si je prends sur l'axe calendaire 2001 que je le pose, je vais ensuite grossir le grain, je vais m'intéresser à fin, et je vais à nouveau, à l'intérieur de ce fin, m'intéresser à un depuis qui à nouveau partitionne, on va dire, sur l'axe calendaire, la région à laquelle je m'intéresse. Alors ce qu'on essaye de montrer dans cette application, c'est qu'en langue des signes, on retrouve ces mêmes grands opérateurs sémantiques. C'est l'idée d'aller chercher dans d'autres langues l'expression de ces grandes opérations sémantiques. Voilà, donc là actuellement on en est à travailler sur un corpus qui cherche à explorer toute cette dimension et qui à terme devrait permettre donc de faire de la traduction, on va dire, des adverbiaux temporels du français vers la LSF et inversement, et à terme aussi de construire donc cette espèce d'outil donc d'aide à l'acquisition de marqueurs temporels chez l'enfant sourd-signeur en se concentrant donc sur les adverbiaux temporels.
Alors, je passe à la dernière application qui concerne, qui est très différente. Donc, j'ai pris le parti de présenter des choses très différentes en fait. Donc, ce dernier exemple d'application en TAL se situe plutôt dans ce qu'on va appeler l'analyse du discours outillé. Et je vais vous montrer comment on a abordé la question d'observer ce qu'on a appelé le cheminement linguistique des événements médiatiques. Alors, et dans cette approche, ce que l'on cherche à montrer, c'est que à l'aide d'outils de TAL, on peut, et en tenant compte de caractéristiques sémantiques assez fines, on peut contribuer enfin en tout cas tenter de contribuer à une analyse peut-être un peu plus fouillée, enfin en tout cas on espère, plus précise de ce que l'on appellera un événement médiatique, et ce qui fait qu'un événement est considéré comme saillant dans une certaine communauté à un moment donné. Donc l'objectif c'est de construire un outil qui s'appelle Chronoliner, donc qui vise à faciliter le processus d'observation de ce cheminement. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet outil? Il permet de regrouper des segments textuels, en gros des phrases typographiques, qui renvoient à la désignation d'un même événement. Je pense que d'ailleurs, je suis en train de réaliser que c'était avec toi, Nicolas, à un moment qu'on avait commencé à travailler sur cette question. Et donc, ce que l'on vise, c'est un outil d'assistance à la constitution d'un corpus d'observation d'un même événement. Donc, la question, face à un gros corpus, imaginons un corpus de dépêche AFP, puisqu'on a pris cet exemple, on a travaillé après sur d'autres corpus, mais on a surtout travaillé au départ sur un corpus de dépêche AFP. Donc, avec l'idée que, au fil du temps, on va parler d'un même événement. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un événement déjà? Mais on va parler d'un même événement et comment on en parle de cet événement au fil du temps. Donc, l'idée, c'était d'arriver à construire le corpus qui parle de cet événement. Bon. Et ensuite, d'être capable, une fois ce corpus constitué, de construire la visualisation temporelle des mentions de cet événement. C'est-à-dire de montrer visuellement comment on parle d'un événement, du même événement. Au final, ça revient donc, ça peut être reformulé de cette manière-là, ça veut dire que ça revient à observer la distribution dans le temps des mentions d'un même événement, en particulier leur apparition dans des syntagmes adverbiaux. Je vais expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est ce positionnement? Ça veut dire qu'on cherche précisément à reconnaître le moment où l'événement devient un repère temporel pour d'autres. C'est ça qui nous intéresse. Derrière, on fait une hypothèse très importante, qui est l'hypothèse qui est présentée ici. On cherche le moment où, si je dis, je présente le fait que j'ai peint en rouge ma voiture le 3 janvier 2012. Je vais commencer par une séquence verbale avec un sujet, un verbe et la suite. Et au fil du temps, si pour moi cet événement est quelque chose d'important, je vais à un moment donné le nominaliser. C'est-à-dire que je vais commencer à dire que depuis... Alors, la peinture, c'est peut-être pas le super exemple le meilleur exemple que je pouvais choisir, mais depuis la peinture en rouge, je vais commencer à dire aussi, la peinture en rouge de ma voiture m'a beaucoup satisfaite. Je vais commencer à nominaliser cet événement, s'il a une certaine salience pour moi. Ça veut dire qu'il y a une espèce, mémoriellement parlant, si je le reprends, je vais le reprendre à l'aide, on peut l'observer, sous une forme nominalisée. Et si vraiment il est très important, je vais, à un moment donné, l'utiliser en tant qu'adverbial temporel, c'est-à-dire que je vais dire « Depuis la peinture en rouge de ma voiture, ma vie est réussie. » Et même,
je vais non seulement utiliser cet adverbial en tant que repère temporel pour moi, mais je vais peut-être même en faire un repère pour d'autres. C'est-à-dire que je vais dire, depuis la peinture de ma voiture en rouge, ma vie est réussie, point, et tout un tas de choses qui tombent sous la portée de ce depuis la peinture de ma voiture en rouge. Et donc ça, c'est des choses que l'on peut, voilà, qui ont été analysées en linguistique, du côté de ce qu'on appelle l'analyse du discours. Et ça fait donc écho à un point de vue sociologique qui se présente sous cette forme, donc, qui est que c'est comme pour entrer en interaction avec les événements bruts et non traités et fonctionner comme agent de l'histoire qui se fait, que l'on trouve fréquemment inscrit en position adverbiale un événement, servant à la fois de repère temporel et d'éléments permettant de faire émerger des séries ou des cycles contribuant à former une histoire. Donc ça peut être intéressant aussi, mais de fait c'était la visée aussi qu'on a eue, c'est pour traiter des dépêches AFP, ça pouvait être aussi intéressant de montrer que comment des événements entrent en interaction les uns avec les autres. Qu'est-ce qui fait que la chute de Moubarak devient un événement qui, par rapport auquel d'autres événements vont pouvoir se situer temporellement, et qu'est-ce qui fait qu'on a une sorte d'effet et de perception qu'il y a comme des relations de cause à effet entre les événements identifiés. Donc du coup, ça nous amène à chercher à si je te... c'est moi qui change sur mon... J'en suis là, ouais. Donc il faut reconnaître, du coup ça nous amène à aller vers la reconnaissance d'adverbiaux temporels tels que ceux que j'ai notés ici. Donc ils sont assez longs, donc syntaxiquement ils sont assez complexes aussi à appréhender et à reconnaître surtout automatiquement. Donc c'est déjà un enjeu majeur. Alors, donc on l'a dit, la visée de cet outil, c'est la constitution d'un corpus d'observation, des différentes formes d'intégration syntagmatique d'un événement, donc toutes les manières de parler d'un même événement, donc sous une forme verbale classique, sous une forme nominalisée, puis dans le cadre à l'intérieur d'un adverbe temporel, avec un verrou qui est bien sûr comment sait-on que l'on parle d'un même événement à partir justement du moment où les formes varient. Donc notre difficulté, ça a été de proposer des mesures qui permettent d'identifier justement ces ensembles de phrases qui dénoteraient qui parleraient du même événement, à partir du moment où ce n'est pas les mêmes, en termes de forme. Alors là, je ne vais pas forcément évidemment rentrer dans les détails. Donc là, je donne juste la manière dont on a procédé. Donc là, c'est un exemple de traitement que l'on a opéré donc, sur plusieurs milliers de dépêches, avec un certain filtrage sur ces dépêches où on a demandé à ce que ça concerne l'Égypte, Moubarak et uniquement la période 2011-2012. Ça a permis de faire ressortir 5000 dépêches et on a appliqué un algorithme assez basique de sélection d'événements qui fonctionne sur la fréquence de date. Donc ça renvoie aussi un petit peu à ce que tu avais fait avec Xavier dans Chronoline, où on s'est intéressé à prendre en compte le fait qu'une hypothèse forte qui est que si une date est beaucoup citée, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Donc on s'est appuyé sur cette c'est pas une hypothèse, sur ce fait, cette intuition. Et on a deuxièmement considéré que la meilleure phrase associée à la date en question, on cherche les dates les plus saillantes, on va dire, et ensuite on cherche la meilleure phrase associée à la date en question, pour savoir ce qui est associé, ce qui s'est passé à cette date-là. Et la meilleure phrase, donc, ce sera celle qui contient le plus de séquences fréquentes dans l'ensemble des phrases. Donc ça nous permet de faire ressortir un certain nombre
de phrases associées à un certain nombre d'événements considérés comme saillants. Un événement considéré comme saillant à partir de ces 5000 dépêches, là il y en avait 19, c'est le fait qu'on ait repéré 19 dates saillantes auxquelles on a pu associer 19 phrases. Enfin, chaque date avait une phrase associée. Et donc on a cherché ensuite à apprécier si effectivement au cours du temps l'hypothèse qu'on s'était la question qu'on se posait au départ était ou non vérifiée, c'est-à-dire que est-ce qu'un événement saillant est-il toujours souvent nominalisé puis désigné à un moment ou à un autre au sein d'une structure adverbiale? Et la réponse semble être oui. Alors je dis le semble parce qu'on a fait ça à une petite échelle, après il faudrait continuer à explorer cette hypothèse. En tout cas, les événements qu'on avait considérés comme saillants parce qu'ils étaient beaucoup associés à une date qui revenait souvent, de fait, on s'est aperçu que à un moment donné, ils servaient à l'aide d'un adverbial temporel de repère pour d'autres événements. Bon, limite, c'est que qui sont assez évidentes, c'est que l'outil développé, il est complexe au sens où il est facile pour le bruit, beaucoup moins pour le silence. C'est-à-dire qu'il y a forcément beaucoup de choses qui nous échappent. Et qu'on cherche du coup à intégrer aussi d'autres éléments. C'est-à-dire que justement on cherche à intégrer le fait qu'il y ait des variations de prise en charge énonciative et modale dans l'expression de ces événements et voir dans quelle manière le fait qu'un événement soit plutôt présenté avec une certaine distance ou pas influe aussi sur la saillance qu'il va acquérir au fil du temps. Et on s'intéresse aussi donc, à prendre en compte différentes classes de noms, donc susceptibles d'entrer dans des constructions et avec un adverbial, et dans des constructions du type avant, après, depuis. Donc on va parler plutôt... donc il y a certains noms qui sont plus susceptibles d'être associés à... En fait, d'être dans un adverbial temporel. Donc on peut comparer crise, attentat, ouverture à fromage et lunettes qui seront évidemment moins associés, quoique. On peut dire depuis mes lunettes, mais voilà. Donc il y a l'idée de s'intéresser à la spécificité de la localisation temporelle du point de vue nominal. Voilà, donc ça c'est une analyse linguistique un peu fine sur cette question-là. Voilà, donc je crois que j'ai fini. Oui. Et donc l'idée c'était de vous montrer comment on cherche à l'aide de catégories linguistiques à aller chercher les applications TAL plutôt que de prendre une visée, un besoin informationnel et de construire ensuite toutes les ressources linguistiques qui vont avec. Et là, c'est plutôt de partir de catégories linguistiques et de voir à quoi on peut répondre en termes de champ applicatif en TAL. Voilà, en tout cas, c'est l'ambition. Après, il y a bien sûr des champs applicatifs qui nous ont nourris pour aller dans l'autre sens aussi. Voilà. Très bien, merci.